J'ai une méthode assez forte sur cette question. Je pense qu'il faut changer de doctrine pour renverser le paradigme culturel. C'est-à-dire qu'actuellement, en fait, on pense davantage à la santé du personne auteur du rodéo plutôt qu'au riverain. Et je pense que c'est ça le problème en France, c'est qu'on s'inquiète éventuellement des conséquences que ça pourrait produire si par cas la police faisait une intervention qui est trop forte. Et si par cas on ne change pas ce paradigme et on ne protège pas davantage les riverains que les auteurs du rodéo, donc ce sont des délinquants, eh ben on n'y arrivera pas. Donc pour ça, on a une doctrine qui est importée du Royaume-Uni, c'est-à-dire qu'il faut permettre aux forces de l'ordre de charger les personnes de rodéo, parce que je maintiens la question psychologique en termes de politique publique. Et je prends un chiffre qui est clé. C'est-à-dire que quand Donald Trump a été élu le 4 novembre 2016, le 5 novembre 2016, les États-Unis d'Amérique ont enregistré 85% de demandes de visa en moins à la destination des États-Unis d'Amérique. Donc si par cas les policiers chargent, on va opérer un renversement psychologique vis-à-vis des auteurs de rodéo. Parce qu'actuellement, les auteurs de rodéo peuvent même narguer les forces de l'ordre. Mais s'ils savent que les forces de l'ordre ont la capacité et l'instruction de pouvoir les poursuivre, est-ce que vous aurez beaucoup de personnes supplémentaires qui vont faire ce type de nargage et qui vont continuer à faire des rodéos alors qu'il y aura des forces de l'ordre? Ça, c'est le premier élément. J'ai noté les critiques que vous m'avez formulées hier. Je pense qu'essentiellement, on doit ajouter des points supplémentaires sur la question de la formation des policiers pour qu'ils puissent faire ce type d'intervention. Oui, parce que la police, police engage des courses-poursuites systématiquement, même si c'est dangereux. Ils sont un peu de votre avis, William T. C'est normal, parce qu'ils veulent un changement culturel. Je pense que, comme l'a dit François, la question, c'est de mettre des priorités. La priorité numéro 1 du ministre de l'Intérieur, c'est de faire évoluer le changement culturel et le changement de paradigme que j'ai énoncé. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit... Il faut que la police conserve le monopole de la violence légitime. Et pour ça, il faut un changement culturel. Il y a une priorité au ministre de la Justice, c'est assurer l'effectivité des peines. Et après, il y a une perspective sur laquelle nous, on réfléchit. Pour l'instant, on n'a pas encore les éléments parce qu'on a réfléchi dessus. C'est est-ce que, par exemple, le président de la République a une sorte d'immunité dans sa fonction lorsqu'il assure sa fonction présidentielle? Est-ce qu'on ne doit pas penser à une forme d'immunité pour la question policière, notamment lorsqu'ils assurent leur fonction, dans le cadre de leur moment de leur fonction, pour éviter le genre de poursuite qu'on assiste actuellement? Ça veut dire que si par cas un policier intervient, et ben c'est lui qui va être condamné, il y aura une pression sur sa carrière, etc. Est-ce qu'il ne faut pas mettre une question d'immunité pendant que le policier assure sa fonction? Et le seul moyen de lever la fonction, ce serait une enquête très approfondie de l'IGPN pour montrer qu'il a commis une faute très lourde. Si par cas on met tout ça en place, la priorité que je vous ai donnée au ministre de l'Intérieur, la priorité d'assurer l'effectivité des peines au ministre de la Justice et la réflexion sur le cadre de l'immunité de la fonction de policier, je pense qu'on aboutira à un changement culturel qui permettra de reprendre tous les territoires perdus de la République et de faire en sorte que l'État conserve le monopole de la violence légitime. Mais tout ça, ça suppose une action coordonnée et des priorités à court terme qui sont définies. Parce qu'effectivement, comme l'a rappelé François, si vous mettez une priorité contre les violences sur les biens, une priorité sur les violences faites aux femmes et une priorité ça, c'est pas possible. Le policier peut pas tout faire et c'est le mal français. C'est-à-dire que quand on est en France, on a une priorité sur l'éducation, sur l'écologie. Et si possible, les priorités sont contradictoires les unes les autres. Et puis même, j'ai même des histoires des ministères qui se tapent les uns et les autres, même en ayant l'aide de certains pays. Donc, une fois qu'on fait ça, je pense qu'on aboutira au changement culturel, mais je vous soumets la proposition, par exemple, sur la troisième question, parce que pour l'instant, c'est une réflexion sur la question de l'immunité pour les policiers dans le cadre, et dans le cadre de l'exercice de leur fonction. François, on est la réponse pénale. Déjà, il faut comprendre ce qui est en train de se passer. Le rapport de la CIA sur le monde en 2040 marque que les sociétés occidentales sont frappées par deux grands phénomènes. La question de la radicalité. Les personnes deviennent de plus en plus radicales. C'est-à-dire qu'avant, au lieu de donner uniquement une claque ou un coup de poing, désormais on utilise un couteau. C'est ce qu'on appelle la radicalité. Et il y a un deuxième phénomène qu'on oublie dans ce rapport, c'est qu'il parle aussi de polarité. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes s'opposent et deviennent de plus en plus antagonistes. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait résoudre un différend sur une question de dialogue. Et maintenant, les gens s'opposent directement lorsqu'ils ne sont pas d'accord sur un sujet. Admettons que vous et moi n'étions pas d'accord sur une file d'attente, on aurait pu résoudre à l'amiable en disant vous passez devant parce que vous êtes plus pressé que moi. Là maintenant, les gens s'insultent. Et si vous ajoutez ça plus la radicalité, vous avez une société occidentale qui est dans une situation délicate. Et si la société est en train d'évoluer, il faut que le droit évolue en conséquence. Je pense qu'effectivement, il y a une question de réponse pénale, mais la réponse pénale pourra apporter uniquement un premier volet, et c'est surtout le dernier volet qu'on doit agir. Ça veut dire qu'en fait, la réponse pénale, ou même les policiers, arrivent dans le dernier ressort de la société. Il faut reprendre tout depuis le début. C'est-à-dire que si par cas,
La réponse pénale doit donner une sorte d'exemplarité et de faire en sorte que les personnes se disent si par cas on commet tel type d'infraction, effectivement il y aura une sanction et une peine. Ça s'appelle l'effectivité des peines, c'est ce que je disais, c'était l'objectif numéro 1 qui doit être pour le ministre de la Justice. À partir des moyens de la justice, augmenter le nombre de magistrats, raccourcir les procédures pour qu'ils épuisent leur stock plus rapidement et après assurer l'effectivité des peines, c'est-à-dire que comme le rappelait François, c'est-à-dire que quand vous aviez 1 an annoncé, en tout cas 1 an requis, il ne faut pas que ça se transforme en 6 mois prononcés, puis après une effectivité après l'aménagement des peines de plus de 3 mois. Donc il faut assurer une sanction qui soit exemplaire et surtout qui soit juste. C'est le premier élément. Ensuite, après, vous avez d'autres volets sur la question de la société. C'est est-ce qu'il ne faut pas faire évoluer le droit en rapport avec la société? Si la société devient plus radicale, il apparaît légitime qu'on demande des sanctions qui soient plus radicales pour suivre l'évolution de la société dans la mesure où c'est souvent le droit qui répond à une évolution de société. Ensuite, après, il y a une réponse éducative, c'est-à-dire est-ce que des personnes sont assez bien formés pour devenir citoyens et sont assez matures pour être citoyens et pour vivre en société. Et si les personnes ne sont pas faites pour vivre en société, il faut se poser des questions sur comment on fait pour vivre en harmonie ensemble. La pause. Je ne suis pas sûr qu'en fait on doive conserver le titre, en tout cas de fiché S, parce qu'en fait, les Français se disent la personne était fiché S, elle a commis un acte, qu'est-ce qu'elle a foutu ? Ça porte à confusion. Je pense que ça porte à confusion, parce qu'ensuite, après, on accable le gouvernement, les policiers, en disant qu'est-ce qu'ont foutu les policiers, c'était évident. C'est pas la faute de la qualification, oui, non, mais c'est la faute de l'interprétation qui en a été faite. Une mythologie qui est née sur le fichier S. Le titre de fichier S se dit, ça fait terriblement peur, c'est-à-dire que ça fait la top liste, on a l'impression que c'est le top d'Al-Qaïda, donc on a l'impression de l'attraper. Et je pense que ça interroge, parce que moi je sais que quand j'étais plus jeune, quand il y avait les attentats du 13 novembre 2015 ou même de janvier 2015, et quand on avait indiqué dans la presse que c'était des personnes qui étaient fichées, qui étaient suivies, les Français se posaient naturellement la question, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas agi en amont sur ces personnes? Et ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on est en état de droit. C'est-à-dire que tant que la personne n'a pas commis une infraction, on ne peut pas agir au préalable. Sinon on ne serait plus un état de droit, mais on serait un arbitraire. Et le deuxième point, c'est que je pense que sur la question de la surveillance, peut-être qu'il faut mettre plus de distinction et mettre plus de priorité, mais ça c'est plutôt votre job et vous connaissez mieux que moi sur comment faire. Mais en tout cas, je pense que le titre de fiche S porte à confusion parce qu'il regroupe des personnes de catégories complètement différentes entre les personnes de totalitarisme islamique et les personnes de questions de sûreté. Et en complément, vous rappelez que la loi 1905 a été prise pour réduire l'influence de l'Église catholique au sein du débat public. Est-ce qu'il faut faire une nouvelle loi de 1905 pour réduire le poids de l'islam politique dans le débat public? C'est une question et une réflexion qui se pose. Moi, je pense qu'à court terme, la chose la plus intéressante à faire, c'est de faire un texte pour vaincre le totalitarisme islamique. Pourquoi est-ce que je parle de totalitarisme islamique? Parce qu'en fait, vous avez un islam, notamment un islam politique, notamment des frères musulmans, qui essayent de prendre l'emprise sur la société par le bas, notamment à travers l'emprise sur les quartiers. Et pourquoi est-ce qu'on parle de totalitarisme? C'est parce qu'ils veulent tout réglementer. Aussi bien les pouvoirs publics, nos relations politiques, mais même la question de la vie privée et ce qu'on doit faire dans le cadre de notre vie privée. C'est pour ça qu'on parle de totalitarisme conquérant. Pour ça, il y a plusieurs solutions. Et il faut d'abord mener une politique extérieure qui soit claire, c'est-à-dire qu'il faut être clair vis-à-vis des pays qui veulent commettre de l'ingérence chez nous, à commencer par la Turquie de Erdogan, de certains pays du Maghreb et certains pays du Golfe, en disant que si par cas vous voulez mener une politique d'entrisme chez nous, vous auriez des sanctions diplomatiques, économiques et même financières contre votre pays en question. Ensuite, après, il y a une question intérieure. Ça veut dire que sur la question de l'imam ou même sur la question des imams ou des prédicateurs, il faut créer, je pense, pour simplifier la procédure d'expulsion et la procédure de condamnation, parce qu'ils sont dans un flou. Ça veut dire que sur la question de l'imam, pourquoi est-ce que le dossier n'est pas passé au tribunal administratif? Parce qu'en fait, il fonctionne à une frontière, et la frontière est floue parce qu'on n'a pas nommé en fait le délit. Le délit qui est clair, c'est d'appeler ça le délit sur l'islamisme. Si vous avez un délit sur l'islamisme, le juge ou même le ministre de l'Intérieur est en capacité d'agir plus rapidement parce qu'il est capable de qualifier les faits. Là, on a essayé de se réfugier derrière en disant il est misogyne, il tient des propos antisémites, mais on n'a jamais nommé la chose. C'est qu'on veut le dégager de notre territoire parce qu'il pratique et notamment il est en intelligence avec les frères musulmans et qui mène une politique contraire à la France en convertissant des jeunes populations musulmanes contre la République française. Alors les frères s'en occupent. Le gouvernement doit montrer qu'il doit agir pour ne pas subir la même chose que le gouvernement Raffarin en 2003 sur la question de la canicule. Et donc, du coup, il met le cellule interministérielle de crise. Ça veut dire que c'est un truc transverse qui regroupe plusieurs ministères. Ensuite, après savoir qu'est-ce qu'ils font exactement pour régler ça, de toute façon, ils n'ont pas beaucoup de choix. Ils n'ont pas beaucoup de choix, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont construire des infrastructures d'ici demain? On n'a pas la capacité d'innovation et de construction de la Chine. La Chine, moi j'ai plusieurs exemples, ils sont capables de construire un pont en 8 jours, un grand pont, alors que nous on mettrait 1, 2, 3, 4 ans. Donc nous on n'est pas capable de faire ça, on a des règles juridiques qui nous empêchent de le faire, et puis on n'a pas forcément le matériel productif pour pouvoir le faire. Oui, puis ça ne se règle pas de la même façon, c'est pas comme construire un hôpital pour gérer la crise Covid. Non, c'est pas de la même façon, tout à fait. Donc la question de l'aménagement et la question de la réflexion sur la politique de l'eau doit mettre plusieurs temps. Ça va mettre 5, 10 ans vraisemblablement, histoire d'aménager
d'aménager le territoire. Je crois que vous avez interviewé quelqu'un en Corse qui expliquait que notamment sur la question des flux et la question des eaux, ils ont assez de montagnes normalement pour que la Corse soit autosuffisante en matière d'eau. Malgré tout, en été, en raison du déplacement de population, en raison des périodes touristiques, et ben malheureusement, ils sont à court d'eau pour cet été. La difficulté qu'a le gouvernement, c'est comment agir concrètement, hormis sur la question des restrictions. Et donc, ce qu'ils ont mis en place, c'est qu'en fait, sur la question des... Je crois qu'ils ont limité à 200 donc dans certains départements. Mais 200, ça va, parce que je crois que vous rappeliez, Christian, qu'en fait, la consommation moyenne des Français... c'est 150. C'est 150. Donc, ce n'est pas une véritable restriction, c'est une restriction envers les usages abusifs. Et ça permet de voir quelle va être la doctrine du gouvernement, notamment à l'hiver prochain. Parce qu'en fait, sur la question de la restriction, ils vont lutter sur les questions de gaz et sur les questions d'électricité en vue de la consommation moyenne pour protéger la grande partie de la population. C'est à peu près une courbe de Gauss, en fait. Ils essayent d'éviter les extrêmes, les 2,5 inférieurs et les 2,5 supérieurs, pour faire en sorte que la grande partie de la population ne soit pas victime de restrictions. Je pense que c'est ça la doctrine du gouvernement, pour faire en sorte... Parce que si vous imaginez ce qui va se passer... Avec ce qui s'est passé au Stade de France, auquel les Français se sont dit, si on n'est pas capable d'organiser un match de foot, on est un peu un pilier du tiers-monde. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Au bout d'un moment, les Français peuvent légitimement se poser la question si la France est en voie de déclassement qui est durable. Et je pense que ce qu'essaie d'éviter le gouvernement pour éviter la question du rationnement, notamment sur toutes ces questions. On parlait hier sur ce plateau. William T, pourquoi lorsqu'il s'agit de s'adapter, de se réinventer en France, on a autant de difficultés et dans plein de domaines d'ailleurs? La France est un pays millénaire qui a survécu aux guerres, aux occupations et aux défaites. Et on a toujours pensé qu'on avait un modèle singulier à défendre. C'est la spécificité française. La difficulté, c'est qu'on arrive à une sorte de tournant et de croisée des chemins, notamment avec l'arrivée de la mondialisation et de ce qu'on appelle la révolution Reagan-Thatcher, qui met en place le néolibéralisme dans les années 80. On a pensé en fait à chaque fois qu'on avait un modèle spécifique à défendre, et là notre modèle spécifique à défendre, qui était le modèle gaulien en fait, modèle gaulien planificateur, et qui était basé sur la grandeur de l'État, était en fait mis à mal vis-à-vis de la mondialisation, parce qu'en fait on était exposé, on vivait plus uniquement sur un pays plutôt protégé sur le plan des frontières et sur le plan de la consommation intérieure, mais on était exposé à la concurrence internationale. Et une fois qu'on était exposé à la concurrence internationale, en fait, on a conservé certains... En fait, on a ouvert ce qu'on ne devait pas ouvrir et on a fermé ce qu'on devait ouvrir. Et c'est ça le paradoxe français sur lequel on est abouti principalement. Parce que je prends quelques exemples en tête. On a conservé le modèle de laïcité, qui est notre modèle unique, universel. Par contre, on a une difficulté, c'est qu'en fait, face à la mondialisation, est-ce que le modèle laïcard est tenable face aux flux migratoires, notamment à la concurrence des pays anglo-saxons, sous un flux anglo-saxon, notamment le Royaume-Uni et les États-Unis. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la question, par exemple, du temps de travail. On a fait une chose qui est inédite dans le monde, c'est que, alors que les autres pays augmentaient leur temps de travail, nous, on a baissé le nôtre, à la fois sur la question des retraites, donc l'âge légal tout au long de la vie, et de façon hebdomadaire sur les 35 heures. Et ensuite, après, on peut se poser la question suivante, c'est est-ce que ça marche? Est-ce que les autres pays veulent s'en inspirer? Moi, je pense qu'on a un truc spécifique en France, c'est qu'en fait, les solutions qu'on prend qui apparaissent comme innovantes ou géniales sur le plan politique, je connais aucun pays, comme moi, il n'y a jamais personne qui m'a appelé pour me dire, William, comment on fait pour mettre en place les 35 heures dans notre pays? C'est un truc fabuleux. Donc maintenant, il faut se réinventer pour pouvoir se renouveler. Je pense que le principal choc de renouvellement va peut-être se reposer sur la question de l'Assemblée nationale et le changement de régime. Avant, vous aviez une majorité présidentielle, une majorité parlementaire qui était liée au président de la République et qui décidait toute seule. À partir du moment où vous devez concerter avec les autres forces politiques, est-ce qu'il n'est pas possible, dans le cadre du commissariat au plan, d'associer les autres forces politiques pour construire des politiques à long terme, dans la mesure où le président de la République et le gouvernement doivent construire des politiques publiques par consensus? Ils doivent le faire sur des textes qui répondent à des besoins immédiats et conjoncturels. Et je pense que le commissariat au plan peut servir de base de discussion des autres forces politiques pour maintenir des politiques publiques, non pas à un horizon 1 an, mais à un horizon 10 ans. En tout cas, je pense que c'est une possibilité. Dans l'actualité... Les précédents qui ont été prononcés, la question c'est est-ce qu'on est prêt à faire un choc et revenir sur ce qui s'est passé en 86 avec Malik Oussekine et les émeutes de 2005 sur la question des banlieues? Moi, je pense que les Français ne redoutent pas le changement, mais ils l'attendent profondément. Parce qu'en fait, petit à petit, ils commencent à comprendre que cette violence commence à s'étendre au sein même de leur propre territoire. Vous l'évoquez souvent sur cette chaîne, c'est-à-dire qu'au départ, les violences étaient concentrées sur la question des banlieues. Maintenant, petit à petit, ça commence à s'étendre au sein des centres-villes, comme ce qu'on a à Lyon, à la Guillotière, ou même dans certains quartiers de Paris, ou certains quartiers de Nantes, ou certains quartiers de Lille. Et en plus, maintenant, petit à petit, ça commence à toucher les territoires ruraux. Et donc, je pense que les Français se disent qu'il faut un choc profond pour permettre ce changement de culture et permettre de reprendre les territoires perdus de la République. Alors comment on fait concrètement? François l'a rappelé tout à fait, c'est qu'il faut assurer l'effectivité des peines parce que ça permet de mettre déjà hors d'état de nuire les éléments les plus radicaux et les plus violents qui commettent des actes, des guet-apens contre les policiers, et c'est déjà un premier élément. Ensuite, après, Christian l'a rappelé aussi, c'est qu'il faut mettre en place une politique globale qui repose sur plusieurs niveaux. D'abord,
il faut faire en sorte que les enfants ne soient pas grandis sous l'influence soit des grands frères, soit de la loi des gangs et des caïds. Donc pour ça, il faut les sortir de ces territoires-là. Nous, on a mis en place une politique éducative qui repose sur les ZEP. Mais les ZEP, ça veut dire qu'ils restent sur le territoire en question. Et donc, une fois s'ils ne vont pas à l'école, ils sont soumis sur l'influence des lois des gangs et des caïds. Donc je pense qu'il faut les sortir. Et nous, on propose pour ça la création d'Internet d'excellence parce que les familles ne peuvent pas s'en occuper et ça leur permet de goûter à la méritocratie républicaine. Ensuite, après, il faut remettre en place une politique économique qui soit forte. C'est-à-dire que quand vous êtes jeune dans ces quartiers-là, vous développez un modèle alternatif, guetteur, guet-apens, etc. Et donc, du coup, il est plus attractif que le modèle républicain. Donc, il faut éliminer ce système et rendre le modèle républicain qui soit plus attractif. Et enfin, il y a un autre enjeu, c'est la question de l'urbanisme. Je pense qu'on ne l'a pas assez posé. C'est sur la question de comment on fait pour reconstruire l'urbanisme. Il faut revenir sur la loi SRU, démolir les tours pour tout reconstruire. C'est ce qu'indique Christophe Guilluy dans Le Temps des gens ordinaires. C'est qu'en fait, on met des réponses. Les policiers sont très actifs, ils arrivent à mettre hors d'état de nuire certaines populations. Et c'est le dernier point, c'est qu'en fait, ils sont remplacés par une immigration plus récente qui les remplace dans la délinquance. Parce qu'en fait, le parcours, et vous allez me dire si j'ai raison, c'est que dans les 20-30 premières... ils ont de 20 à 30 ans, ils sont plutôt dans les actes de délinquance. Souvent, ils se font arrêter, puis après, ils veulent construire une famille, donc ils sortent de la délinquance et ils sont remplacés par des éléments qui sont plus jeunes. Merci William. William T. Je pense que vous énoncez deux sujets. Un, moi, je suis pour que tous les salaires qui soient supérieurs au président de la République soient revisés à la baisse dans toute la haute fonction publique. Je crois qu'il y a 1 millier de postes ou 2 milliers de postes auxquels les fonctionnaires touchent plus que le président de la République. Moi, je pense que ça ne paraît pas concevable et qu'à ce stade-là, il y a une question de hiérarchie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être fonctionnaire et toucher plus que le président de la République. Donc ça, je pense que c'est le premier élément. Donc Madame Wargon, je pense qu'en tout cas, il faudra retoquer son salaire. Ça a du bon de perdre aux législatives, finalement. Oui, mais il y a un point. Moi, je distinguerais les cas. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait tomber dans une forme de démagogie en disant il ne faudrait pas que les ministres soient reconvertis dans d'autres postes. Moi, je pense qu'il y a une distinction entre Nunez et Blanquer, auquel c'est légitime qu'ils soient reconvertis parce qu'ils ont des compétences spécifiques. Blanquer, on pouvait être pour ou contre sa politique. Il était directeur de l'ESSEC, donc il se connaît au niveau du rectorat. Il sait enseigner. Je crois qu'il a agrégé de droit. Donc, il est tout à fait légitime. De voir prof à l'université, c'est pas choquant. Laurent Nunez est un ancien fonctionnaire. Il s'y connaît sur la question de sécurité, de police, justice. Donc, alors bien que sur le cas de Jean-Michel Blanquer, il y a eu un moment, ça a fait polémique parce qu'il y a eu une histoire comme quoi le poste aurait été créé pour lui. Oui, mais il a des qualités. C'est-à-dire qu'il a des qualités, ça se justifie sur le plan académique, ça se justifie sur le plan des compétences. Est-ce que ça justifie une création de poste ? Tout dépend. Tout dépend de la question de la politique de Assas. Donc, dessus, je ne connais pas la politique du président d'Assas pour savoir quelle est sa politique à long terme. Sur la question de il y avait eu des réactions du côté des syndicats d'enseignants, évidemment. Oui, mais syndicats d'enseignants, une fois que vous n'êtes pas gauchiste ou islamo-gauchiste, ils sont contre vous. Donc ça, c'est un autre sujet sur la question ça n'engage que vous, William. Ça n'engage que moi, mais je l'assume complètement. Sur la question précisément de Wargon, moi, j'ai beaucoup plus de doutes. Dans la question, c'est est-ce que c'était la meilleure personne pour exercer cette fonction-là ? Sur la question de Nunez, on pouvait se poser la question, il apparaît comme un des meilleurs candidats pour exercer le poste de préfet de police de Paris. Wargon, sur la commission de régulation de l'énergie, en raison de sa politique du logement et les actions qu'elle a commises, puis ça a été dans les arbitrages qui étaient plutôt contre le nucléaire, etc. Moi, je suis contre. Je pense que c'est un abus et c'est quasiment un fait du prince. Et je pense qu'Emmanuel Macron a tort. C'est-à-dire reconvertir des ministres, oui, mais reconvertir des ministres qui sont compétents et qui ont des compétences dans les postes sur lesquels on va les reconvertir. Mathieu Langlois ? Petits éléments sur ces nominations-là, je pense qu'il y a deux nominations qui sont éventuellement plus problématiques. C'est par exemple Amélie de Montchalin, sur laquelle elle est pressentie pour devenir ambassadeur à Rome. C'est-à-dire quelles compétences elle a par rapport aux fonctions qu'elle a exercées pour devenir ambassadeur à Rome. Est-ce qu'elle parle italien ? Est-ce qu'elle a mené une politique européenne ? Est-ce qu'elle a mené une politique de rapprochement avec... Pour le moment, c'est pas fait. C'est pas fait, mais en tout cas, c'est une question qui pose, je pense, plus problème. Le deuxième point, sur la question d'Agnès Buzyn, sur la question qu'elle est devenue conseiller maître de référence à la Cour des comptes. Elle a été ministre de la Santé. Quelles compétences elle a pour auditer les comptes de l'État ? Et je pense que cette réflexion doit être portée, notamment parce que LFI dit souvent qu'il faut se bloquer sur ces questions de nomination. Moi, ce qu'on m'a appris, notamment, c'est que la nomination de Wargon aurait pu être bloquée à l'Assemblée nationale si LFI était venue au vote. Donc je pense qu'LFI doit joindre la parole aux actes si par cas ils veulent s'opposer à la politique du gouvernement et critiquer ces questions de nomination. Pas dur contre Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon ne fait que rappeler la politique étrangère française. Il faut rappeler que la Taïwan, c'est pas pareil que l'Ukraine. L'Ukraine et la Russie sont deux pays différents. Il y a combien de pays dans les Nations Unies qui reconnaissent Taïwan ? Je crois qu'il y en a 15. Il y en a 15 sur 190, donc c'est complètement différent. Pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon, par contre, est plutôt incohérent ? Enfin, là où il y a des... La question de la Russie l'avait mis pas mal dans l'embarras quand même. Oui, non, mais c'est complètement différent. C'est pour ça que je dis qu'il y a deux situations différentes. Ensuite, après, il y a une question de cohérence. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon prend des positions sur le plan de la politique extérieure sur un anti-américanisme primaire. C'est-à-dire que vous prenez tous les pays, en fait, il soutient tous les pays qui sont contre les États-Unis, les pays d'Amérique latine, la Russie et la Chine. Pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon veut faire ça ? En
En fait, Jean-Luc Mélenchon, en fait, il rêve que les pays dits autoritaires, en fait, remplacent l'ordre américain pour qu'ils luttent, en fait, contre ce qu'il appelle le capitalisme mondialisé et l'impérialisme américain. Il pense que si c'est ces pays-là qui gagnent, le monde américain s'effondre. Et comme il déteste le monde américain, notamment son volet économique, et ben, il espère que ces pays-là gagnent contre les États-Unis d'Amérique. Le deuxième point, là où c'est plus compliqué sur Jean-Luc Mélenchon, c'est la question des positions françaises. C'est-à-dire que la position française est constante mais imprécise. On a 3 choix dans le conflit entre la Chine et les États-Unis. Le premier point, c'est le choix des valeurs. C'est si on soutient notre alliance historique avec les États-Unis, et si par cas Taïwan est envahi et que les Américains soutiennent Taïwan, on doit aller avec Taïwan défendre Taïwan. Ça, c'est le choix des valeurs. Un deuxième choix qui s'appelle un choix économique. Mais à la différence de Jean-Luc Mélenchon, qui s'aligne et qui est prêt à devenir vassal de la Chine, la France n'a pas cette possibilité-là dans la mesure où elle est alliée historique des États-Unis. C'est-à-dire que nous, on ferait une neutralité bienveillante à l'égard de la Chine. La troisième option, c'est mon option préférée, ça s'appelle l'option géostratégique. C'est-à-dire que dans le conflit entre la Chine et les États-Unis, la France et l'Europe essaieraient de faire émerger un troisième bloc pour faire émerger une Europe puissance. Et surtout, face à tous les pays qui veulent s'aligner ni sur la Chine et les États-Unis, on serait un réceptacle pour tous ces pays-là pour défendre notre civilisation et nos valeurs. Des prises de position droite. Oui, je pense. William T. Moi, c'est ma théorie depuis 2018, et notamment depuis l'inversion de Jean-Luc Mélenchon sur la démocratie, c'est moi. La difficulté, c'est qu'en fait, ce qui est en train d'évoluer, on est en train d'assister à un changement de paradigme auquel il est vraisemblable que la France insoumise fasse plus peur que le Rassemblement national en cas de front républicain. Quand vous prenez les élections législatives, notamment dans les seconds tours, la France insoumise perdait davantage contre le Rassemblement national, alors qu'avant c'était inimaginable. Avant, vous affrontez le Front national au second tour, vous étiez certain de gagner. Là, maintenant, c'est absolument plus le cas. Ensuite, après, il y a un point de politique, c'est qu'effectivement, Jean-Luc Mélenchon pose un problème, mais si par cas Julien Bayou, etc., n'avait pas Jean-Luc Mélenchon, il ne serait pas député. Et en vue d'une prochaine dissolution, est-ce qu'il serait capable de se dissocier de Jean-Luc Mélenchon pour redevenir rien du tout? Et je pense que c'est là, en fait, où les valeurs se confrontent au principe. Et donc, je pense qu'il faudra poser la question à Julien Bayou la veille éventuellement d'une élection législative anticipée ou la veille des élections législatives. Évidemment, il vous tiendra une autre position. Il vous dira que Jean-Luc Mélenchon est un leader charismatique, c'est un grand tribun fantastique et que la différence est uniquement sur une question de forme et pas de fond. De leurs actes, William T. On peut l'espérer, mais pour ça, il faut déconstruire le mythe du rodéo. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des personnes qui soient médiatiques, notamment et réalisant de films, qui montrent que les rodéos sont un espace d'expression de leur culture ou de leur mal-être culturel. Il faut déconstruire tout ça, c'est pour ça que je parle principalement, et effectivement, les syndicats de police le réclament souvent, mais il y a la question de l'effectivité de la peine, pour faire en sorte que les personnes qui commettent un acte le réparent à l'égard de la société et soient mis hors d'état de nuire pour qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait, et donc qu'ils comprennent que ce qu'ils ont fait est grave. Donc ça, c'est la question individuelle. Après, il y a une question collective qui repose sur un changement culturel. Un changement culturel repose sur plusieurs leviers. Soit vous dites que le seul espace de changement culturel, c'est via la responsabilisation, comme ça a été évoqué, c'est-à-dire que les personnes, sachant qu'ils commettent qu'il y a un côté moins cool que ce qui est affiché dans les vidéos, parce que dans les vidéos, ils se disent, ah bah tiens, on va faire des 2 roues, ça va ressembler à ce qui se passe dans GTA, on va ressembler à ces modèles de développement, et donc du coup ils se disent, oh, c'est cool, on fait ça. Par contre, ils ne voient pas le mauvais côté, le fait que ça blesse des gens, que ça peut détruire des vies, et à ce moment-là, il faut mettre plus en avant malheureusement ce type de drame pour qu'ils comprennent les volets négatifs. Ensuite, il y a un autre volet sur lequel moi j'insiste, il faut que les gens aient peur de faire du rodéo. C'est-à-dire que les plus jeunes, notamment sur ceux qui sont mineurs, il faut qu'ils se disent que si par cas ils commettent un rodéo, enfin si par cas ils font du rodéo, ils ont un risque de perdre leur vie, en tout cas d'être blessés gravement. Et je pense qu'il faut insister dessus, soit par intervention policière dans le cadre d'une interpellation, soit dans le cadre d'une maladresse individuelle. Et une fois que vous avez renversé petit à petit ce paradigme, ça prendra du temps, ça ne se fera pas en 1 semaine, 2 semaines, mais une fois que petit à petit vous déconstruisez le mythe du rodéo et vous dites, ah ben finalement, il y a plus d'effets négatifs que de volets positifs, peut-être que vous découragerez le nombre d'actes de rodéo urbains. Est-ce que la prise de William T. La difficulté, c'est qu'il faut savoir qui va porter le risque sur un changement de politique. Soit on le fait porter sur la question des riverains, parce que vraisemblablement, au vu de la mode culturelle, le nombre de rodéos augmente, et donc du coup, le risque des riverains, et le nombre malheureusement de drames puisse augmenter. Soit vous faites porter la question du risque sur les auteurs de rodéos. Moi, je pense qu'il faut faire porter le risque sur les auteurs de rodéos, sur le changement culturel que j'évoquais tout à l'heure. Je pense que pour cela, il faut s'inspirer des anglo-saxons pour permettre aux policiers, en les formant à cette nouvelle méthode, de pouvoir les charger afin d'interpeller les personnes. Parce qu'une fois que vous intervenez dessus, et une fois que vous opérez des changements culturels, vous savez, les gens sont plutôt intelligents. Il faut remettre en place ce que vous évoquez, la question de la culture de responsabilité. Il faut qu'ils commencent à voir qu'il y ait plus de risques que de bénéfices. Les gens sont plutôt malins, ils ont une intelligence personnelle. Ils font le co automatiquement entre les bénéfices et le risque. Et s'ils voient qu'il y a plus de risques de faire de rodéo
que de bénéfices. Est-ce que ça vaut vraiment le coup après pour un jeune si par cas il risque de se faire percuter par un policier, d'être blessé et d'être arrêté, d'être victime d'une peine d'emprisonnement et d'une peine d'amende auquel il faut réfléchir à la question de l'obligation des parents, notamment à payer la question des amendes et sur la question du recouvrement. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir une vidéo pour faire 50 likes ou 100 likes sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok? C'est les questions que vont se poser chacune des personnes. Mais pour ça, il faut étendre ce qu'on appelle la stratégie du choc. À l'époque, je crois que c'était Naomi Klein qui avait écrit un livre dessus. C'est-à-dire que maintenant, les populations sont victimes et ne réagissent qu'en fonction de grands chocs émotionnels. Et c'est ce qui avait permis notamment les grands changements de politique économique. C'est ce qui s'est passé lors de la crise financière de 2008 pour qu'on ait pu faire des changements de politique majeurs, notamment en Grèce et au Portugal, sur les questions de réduction de coûts. Et pour ça, il fallut une stratégie de choc majeure qui était on va perdre l'euro et vous allez perdre votre monnaie, vous allez perdre toutes vos économies. Là, il faut faire pareil sur la question du rodéo, un grand choc psychologique majeur pour permettre ce changement culturel. Et une fois que vous faites ça, il faut compléter cette mesure par d'autres mesures. C'est la question de la responsabilisation, c'est la question de l'effectivité de la peine, et ensuite après c'est la question de la saisie et de l'accompagnement sur la question a posteriori. Mais d'abord, de façon a priori, il faut interpeller plus souvent pour que les gens racontent leur expérience et voient qu'ils sont victimes de risques, notamment en le faisant. Un choc psychologique, en faire quelque chose de plus légal, entre guillemets? Admettons que le motocross soit leur passion. Là, sur ce cas-là, vous auriez tout à fait raison. En fait, on aurait pu encadrer, créer des pistes, etc. Mais je pense que ce qui se joue sur la question du mode culturel, c'est qu'en fait, ça leur plaît de défier la question de l'autorité de l'État. Je ne suis pas sûr. Non, c'est en pratique qu'on parle. Vous n'avez pas raison. Non, mais William, je vous interromps tout de suite. Je vais développer. Alors, on laisse finir William et je vous donne la parole juste après. Je pense qu'une grande partie d'entre eux, en tout cas, c'est une question d'intégration dans le modèle de société. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont sur une question alternative au modèle républicain. Et donc, du coup, il faut intégrer les groupes, les différents groupes, les lois des bandes, les caïds, etc. Et pour cela, il faut apparaître comme cool. Comment on apparaît comme cool? Il y a différentes chaînes, vous gagnez différents points, vous intégrez plus facilement en fonction de différentes choses. Si, par exemple, vous voulez devenir guetteur, vous gagnez quelques points dans la question des caïds. Si, par cas, vous voulez intégrer un modèle à peu près connexe, c'est sur la question des rodéos. Et plus vous faites des rodéos plus importants, plus vous narguez les forces de l'ordre, plus vous apparaissez comme cool et plus vous apparaissez comme important dans l'écosystème. Je pense que les jeunes veulent s'encadrer dans la mesure où ils n'ont pas de cadre social. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de perspective, notamment après l'école républicaine, parce qu'ils n'ont pas de perspective d'études supérieures et qu'il y a un taux de chômage qui est très important sur les emplois dits sous-qualifiés. Par contre, et c'est pour ça que les trucs annexes comme la question de Uber, etc. ne marchent pas, parce qu'ils veulent faire un truc auquel ils se sentent importants. Ils rêvent de devenir des stars, ils rêvent de devenir basketteurs américains, ils rêvent de devenir joueurs de foot. Maintenant, on sait que devenir joueur de foot et basketteur américain, c'est très compliqué. Il faut un niveau d'effort, un niveau d'endurance et de résilience qui soit très important. Donc il y a certains qui se réfugient vers des choses qui sont plus faciles. La question du rodéo, effectivement, là où vous avez raison, c'est qu'une grande partie d'entre eux recherchent de l'adrénaline. Par contre, la question du moteur et la question de l'ascension dans ce modèle, c'est de devenir alternatif et donc du coup de lutter contre la défiance de l'État. Et c'est pour ça que vous avez des personnes, et les vidéos les plus likées, c'est quand ils contestent et quand ils narguent les forces de l'ordre. Et je pense que c'est là où ils gagnent le plus de points dans leur modèle alternatif. Non, mais la moto est complémentaire au fait de charger, je suis pour. Je pense que ce qui est essentiel, c'est de comprendre ce qui est en train de se passer vis-à-vis de ces personnes-là. Je vais poser une question qui est simple. Admettons, dans ces quartiers, ce sont souvent des personnes d'origine immigrée ou directement immigrées. Est-ce que vous leur posez la question suivante, comme ça m'a été le cas à plusieurs reprises? Vous posez la question suivante. Est-ce qu'ils l'auraient fait dans leur pays d'origine, notamment en Algérie, dans les pays du Maghreb et dans l'Afrique subsaharienne? Et ils vous diront vraisemblablement que non, parce que l'autorité de l'État est beaucoup plus puissante que la nôtre. Je pense que dans ce contexte-là et dans sa question de loi des gangs et de loi des bandes, il y a une concurrence auquel c'est la loi du plus fort sur une logique très darwinienne. Pour que l'État se fasse respecter, il faut que l'État soit le plus fort possible. Ils respecteront l'autorité de l'État si l'autorité de l'État est légitime et si elle possède le monopole légitime de la violence. Après, effectivement, je suis d'accord avec Mathieu Langlois, il n'y a pas uniquement un volet répressif et autoritaire qui doit être mis en jeu. Il y a une question empathique. C'est-à-dire que si on apporte uniquement un volet autoritaire, ils se calmeront, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on les remettra dans le droit chemin et sur le modèle de la méritocratie républicaine. Donc il faut comprendre ce qui les motive et quelles sont les possibilités pour eux d'intégrer notre modèle de société, notre modèle économique, notre modèle citoyen, notre modèle républicain. Un suspect placé en garde à vue. Le point, c'est de savoir ce qu'on veut faire en termes de conquête pour reconquérir les territoires perdus de la République. Il faut fixer des priorités dans l'ordre. L'objectif numéro 1, c'est de reconquérir, ensuite après détruire pour reconstruire. D'abord reconquérir, je pense que nous, on travaille sur un sujet, c'est est-ce qu'il ne faut pas mettre en place, en raison des difficultés juridiques que l'on rencontre, ce qu'on appellerait un état d'urgence localisé.
Ça veut dire qu'en fait, vous mettez en place et vous décrétez un état d'urgence localisé auquel les pouvoirs de police administratifs seraient beaucoup plus importants, ce qui permettrait à la police d'intervenir, parce que la police est bloquée pour des questions juridiques, etc., sur les questions d'intervention. Notamment, c'est eux qui porteraient le risque en cas de bavure. Si vous mettez en place une question d'état d'urgence localisé ou de couvre-feu localisé, et dans ce cas-là, on pourrait reconquérir petit à petit une partie du territoire en donnant des moyens exorbitants du droit commun aux policiers. C'est une question de priorité. Ensuite, après, il faut détruire, parce qu'il y a une question de politique de la ville qui a été menée, la question de la loi SRU, et la question de notre politique migratoire, auquel on a concentré différents types de populations dans certains quartiers. Et pour cela, c'est ce qu'explique Christophe Guilluy dans Le Temps des gens ordinaires, c'est qu'en fait, l'immigration que nous, on arrête et qui ensuite, après, se réinsère dans la société est remplacée par une immigration plus récente qui la remplace en termes de criminalité et de délinquance. Après, il y a un troisième point, c'est la reconstruction, c'est-à-dire comment on fait pour faire en sorte que ces quartiers se réintègrent au modèle républicain. Je pense qu'il y a un volet économique, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte qu'il y ait une possibilité économique pour ces personnes de pouvoir se développer à travers la méritocratie et l'égalité des chances, c'est le premier élément. Le deuxième point, c'est la question de l'école, mais pour ça, je pense qu'il ne faut pas mettre les enfants dans ces quartiers-là, mais les sortir à travers des écoles méritocratiques d'excellence, un par département pour les sortir. Moi, je pense qu'il faut même sortir les enfants, par exemple, admettons qu'ils soient en Seine-Saint-Denis, les mettre dans des territoires ruraux, comme la Corrèze ou la Creuse, mais dans des cadres encadrés, dans un internat d'excellence. Et après, enfin, c'est une question de possibilité, de pacte républicain, c'est qu'est-ce qu'on veut faire en termes de politique pour eux, c'est-à-dire quelle place pour eux on peut leur donner dans la société en termes de possibilités d'égalité des chances. Christian Proto, très loin, William T. C'est une guerre de contrôle de territoire pour ce qui se passe à Sevran. C'est-à-dire qu'il y a une concurrence entre l'autorité de l'État et l'autorité de la loi des gangs et des caïds. Ce qui se joue dessus, c'est comment on fait pour reprendre le contrôle du territoire. Mathieu Langot l'a rappelé, c'est-à-dire qu'il y a des questions de moyens. Effectivement, on pense souvent aux moyens financiers et matériels, mais ça. Vous aussi, vous pensez que ça suffit pas ? Moi, je pense que ça suffit pas parce que si par cas ça suffisait, en fait, l'État gaulien des années 60-70 dépensait 33 à 35% de dépenses publiques par rapport à l'échelle produite. Aujourd'hui, on est à 65, donc on est quasiment au double de la production en termes de dépenses publiques. Et pourtant, on dit souvent qu'on a de moins en moins de services publics, que l'État ne peine à se faire respecter son autorité dans différents quartiers. Et pourtant, je ne pense pas qu'il y avait des territoires perdus de la République à l'époque du général de Gaulle ou à l'époque de Georges Pompidou, ça m'étonnerait en tout cas. Donc ce qui se joue, c'est comment on emploie les moyens. Comment on emploie les moyens et comment on renforce les outils en fait, des policiers qui ne soient pas forcément des moyens financiers et des moyens matériels. Je pense que dessus, ce qui se joue, moi je me suis inspiré notamment de ce qui s'est passé le week-end des attentats du 13 novembre. À l'époque, François Hollande avait déclaré l'état d'urgence et avait permis ce qu'on appelle les perquisitions administratives. S'il met en place des états d'urgence localisés sur la question de la Seine-Saint-Denis et des banlieues difficiles, et bien en fait, on va doter aux policiers et au ministère de l'Intérieur des moyens spécifiques pour faire des perquisitions administratives qui sont au-delà du droit commun. Là, actuellement, les policiers sont enfermés dans un carcan. C'est-à-dire qu'ils ont très peu de moyens financiers, ils ont très peu de moyens matériels. Et en plus, ils sont enfermés sur des règles juridiques, des règles administratives. Et le ministère de l'Intérieur ne les soutient pas forcément dans leur démarche. Si par cas, on renverse la chaîne et qu'on met en place un état d'urgence, c'est-à-dire qu'on met la priorité sur la question de la reconquête de ces territoires, on donne aux policiers des moyens non forcément matériels, mais sur des perquisitions administratives, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas emmerdés par des juges, etc., pour faire leur boulot. Ils pourront saisir des armes, saisir les personnes arrêtées de façon préventive, reprendre le contrôle de façon en présence sur les territoires, et ensuite, une fois qu'on a opéré cette reconquête, on reconstruira. Mais d'abord, avant de reconstruire, il faut opérer la reconquête. Trop souvent, à cause de la politique de la ville, on a déversé des centaines de milliards d'euros, alors qu'il fallait reconquérir ces territoires avant de reconstruire. La reconstruction avant la reconquête n'est pas la bonne solution.